Donc merci beaucoup de cette introduction très précise et très juste. Merci aussi de l'invitation. Donc en trois quarts d'heure, je ne vais pas évidemment retracer toute l'histoire des mémoires de la Grande Guerre, mais j'ai quand même voulu, pour ouvrir la discussion, essayer de vous présenter un schéma global de ce que sont les mémoires de 14-18, donc depuis la guerre elle-même jusqu'à aujourd'hui, à travers deux questionnements qui me paraissent importants. Le premier est très classique, c'est d'abord, je vais essayer de vous proposer quelque chose d'assez banal, mais que je vais justifier, un découpage chronologique d'abord. Comment la Grande Guerre a été perçue tout au long du XXe siècle. Et la deuxième questionnement que je voudrais mettre en avant, c'est que les mémoires de la guerre, contrairement à un discours qui est assez répandu, c'est en réalité un rapport de force et c'est un champ de tension. Et vous savez que dans l'historiographie, j'ai vu que vous en rediscuterez dans le détail cet après-midi, il y a généralement l'idée qu'il faut opposer la France et l'Allemagne en termes de mémoire de guerre. On aurait une France finalement consensuelle dans l'entre-deux-guerres, ou presque, qui serait dans le deuil, où tout le monde arriverait à se réunir autour du soldat inconnu du 11 novembre. Et en face, vous auriez une Allemagne déchirée, incapable d'avoir un jour commun, incapable d'avoir un lieu de mémoire unifié. Vous savez qu'il y a eu d'immenses débats, dont encore une fois vous reparlerez je pense cet après-midi. Est-ce qu'on trouve un monument commun ou ça? Est-ce que ce sera à Cologne? Est-ce que ce sera à Berlin? Ou est-ce que ce sera... Et puis vous savez aussi que les monuments morts en Allemagne sont sujets de très violents conflits physiques, où parfois les forces d'extrême droite empêchent les forces de gauche de venir assister aux cérémonies. Donc il y a évidemment une violence mémorielle très forte en Allemagne. Et donc on met toujours ça en avant. Donc pas de jour unificateur en Allemagne, pas de monument unificateur et pas non plus de moment finalement de recueillement collectif ou très peu. Et en face, on raconte toujours cette histoire que la France justement a su se bâtir une mémoire de 14-18 extrêmement unificatrice autour du 11 novembre, jour des morts évidemment et des morts de la guerre, autour du soldat inconnu. Et donc, du coup, on aurait là, une mémoire relativement pacifiée, même s'il y a des éléments de tension, et de l'autre côté, une mémoire extrêmement violente, dont l'aboutissement est évidemment la prise du pouvoir par les nazis, qui ont su, l'historiographie le met bien en avant aujourd'hui, instrumentaliser la mémoire de la guerre particulièrement efficacement. Alors, ces deux grands récits sont, bien sûr, ont une partie de vérité, mais je voudrais un peu le discuter en vous montrant qu'à mon sens, et ce sera le fil rouge de mon intervention, puisqu'il faudra tenir un temps limité, c'est qu'en réalité, en France aussi, la mémoire de 14-18 est un champ de tension dès le début, et de tensions extrêmement fortes entre différents types d'acteurs, donc pas seulement politiques, mais aussi entre les groupes qui sont porteurs de cette mémoire. C'est la première question que je voudrais traiter avec vous, la mémoire de la Grande Guerre comme un champ de tension et un champ de rapport de force, et de voir comment cette tension s'est découpée pendant tout le XXe siècle. Donc pour justifier mon propos, la Grande Guerre comme un champ de tension et non pas comme un champ consensuel, je vais prendre trois exemples qui sont bien connus, mais qui, mis bout à bout, à mon avis, sont démonstratifs. Le premier, c'est le 11 novembre. On sait depuis très longtemps, depuis la thèse d'Antoine Pro, 1977, que le 11 novembre n'est pas devenu un jour férié par un consensus général à la sortie de la guerre, mais que c'est les anciens combattants qui l'ont imposé dans un rapport de force avec le gouvernement, puisque le gouvernement voulait le reporter au premier dimanche après ou le plus proche du 11 novembre. Et c'est le militantisme des anciens combattants, y compris avec de fortes menaces, qui a imposé le 11 novembre comme un jour férié en 1922. Donc vous voyez, le jour le plus consensuel qui permettrait d'établir le discours finalement d'unification est en réalité le produit d'un rapport de force. D'un rapport de force qu'Antoine Pro décrit très bien dans sa thèse, mais on oublie toujours cet aspect qu'il avait très bien montré, c'est qu'il faut plusieurs années pour que le 11 novembre soit férié, 1922, donc c'est pas l'immédiat, c'est pas la naturalité du premier 11 novembre, et un rapport de force extrêmement marqué entre les anciens combattants et le gouvernement. Des anciens combattants qui, comme vous le savez, sont un groupe très puissant à la sortie de la guerre et auquel il est difficile de résister en matière mémorielle. Il n'empêche que vous avez là un premier élément du rapport de force. Deuxième élément qui va exactement dans le même sens, la fabrication du soldat inconnu. Là aussi, il faut rappeler que la fabrication du soldat inconnu est un immense rapport de force politique et mémoriel. Pourquoi politique? D'abord parce que, vous le savez, ça coïncide avec le 50e anniversaire de la République, et qui va notamment se marquer par le transfert du cœur de Gambetta au Panthéon. Et donc il y a en réalité un double jeu de miroir entre la mémoire de la République et la mémoire de la Grande Guerre, qui oppose la droite conservatrice, l'extrême droite, l'Action française, qui veulent absolument séparer le soldat inconnu de la célébration de la République. Et donc, il y a d'immenses débats pour savoir comment est-ce qu'on va commémorer ensemble Gambetta et le soldat inconnu. Et ça va donner lieu à une forme de ballet où l'un et l'autre vont s'accompagner respectivement au Panthéon et à l'Arc de Triomphe, chacun ramenant l'autre ensuite à son lieu de sépulture. Ça va durer un peu longtemps, mais c'est le produit d'un rapport de force, justement, entre le gouvernement,
la droite conservatrice, l'extrême droite, et donc tout ça ne se fait pas du tout dans la naturalité évidemment d'un soldat inconnu qui aurait été choisi par tout le monde comme allant de soi. Donc c'est un enjeu politique très important, l'inhumation du soldat inconnu en 1920-1921, et pas seulement un enjeu politique, c'est-à-dire que le gouvernement français va être très hésitant. Et ça a été montré récemment, là aussi, notamment par Jean-Yves Le Naour, c'est qu'il a fallu, là encore, la pression des anciens combattants pour accélérer l'inhumation du soldat inconnu. Donc on n'est pas non plus dans une politique gouvernementale qui naturaliserait la mémoire de la guerre. Donc le 11 novembre devient une fête nationale, le soldat inconnu devient le centre du deuil. Et Le Naour a retrouvé un document très intéressant où il montre notamment que certains anciens combattants, très marqués à droite, avaient menacé, si le soldat inconnu n'était pas inhumé dès 1920, d'aller déterrer un cadavre sur le champ de bataille et de le faire défiler sur les Champs-Élysées. Ce qui évidemment aurait été assez déplaisant pour le gouvernement. Mais vous voyez le niveau de menace quand même que ça atteint. Donc vous voyez, cette idée de la mémoire où tout le monde se recueille en 1919-1920 autour de valeurs partagées, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'il y a d'immenses rapports de force politiques et des grands rapports de force aussi entre les différents acteurs, chacun ayant des intérêts complexes. Je vous renvoie aux travaux que je viens de citer pour ces deux cas. Enfin, troisième élément pour vous démontrer cet aspect conflictuel ou en tous les cas tendu, c'est la fameuse loi de 1919. La loi de 1919, c'est la grande loi de mémoire. Elle s'intitule « Relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre ». Cette loi de 1919, elle est fondamentale. Elle comprenait 5 dispositions principales. Alors j'ai hésité à faire un PowerPoint, puis je me suis dit devant des collègues, finalement c'est aussi agréable de parler sans toujours utiliser des supports pédagogiques. Donc 5 dispositions principales. La première était l'inscription du nom des morts pour la France et des victimes civiles sur des registres déposés au Panthéon. Donc, premier élément, des registres déposés au Panthéon. Deuxième élément de cette loi de 1919, l'établissement d'un livre d'or par commune avec le nom des combattants morts pour la France. Troisième élément de la loi de 19, l'érection d'un monument national commémoratif, je cite, des héros de la Grande Guerre, qui devait se situer à Paris ou dans les environs. Quatrième élément, l'octroi de subventions aux communes pour la glorification des morts. Et cinquième élément, l'instauration d'une cérémonie par commune le 1er ou le 2 novembre. On est en 1919, donc il n'y a pas encore l'histoire du 11 novembre. Donc si vous voulez, on va reprendre ces 5 dispositions et on va voir leur destinée pour mesurer là aussi le rapport entre les discours mémoriels et les réalités. Donc, l'inscription du nom des morts pour la France et des victimes civiles sur des registres déposés au Panthéon, ça a été entamé, mais ça n'a jamais abouti. Donc cette première mesure de cette grande loi mémorielle n'a jamais trouvé un aboutissement. Deuxième mesure, l'établissement dans chaque commune d'un livre d'or. Là aussi, c'est une mesure qui a été lancée, mais qui n'a jamais abouti, notamment pour des raisons financières. Donc vous voyez, les deux premières mesures de cette grande loi mémorielle, qui devait symboliser cette union et ce recueillement de la France au nom des noms de tous les morts, ne sont pas aboutis. Troisième élément, les subventions pour les monuments morts. Ça a fonctionné, bien sûr, puisqu'il y avait des octrois de subventions pour tous les monuments morts, avec des procédures sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Quatrième mesure, l'érection d'un grand monument aux héros de la guerre à Paris ou dans les environs, comme le dit la loi. Jamais de grand monument aux héros de la guerre n'a été érigé à Paris. Le soldat inconnu, c'est toute une autre logique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été un peu oublié, mais c'est quelque chose que les anciens combattants vont rappeler au gouvernement jusque dans les années 50. Cette idée que dans la loi de 19, il y avait l'idée qu'ils auraient droit à un très grand monument parisien. Il y a eu plusieurs moments où ça a été relancé. Paul Claudel, juste avant de mourir, va le rappeler, et il proposait que ce monument soit inauguré à la Défense. Ensuite, ça a été relancé encore une fois dans les années 50 par un certain nombre d'anciens combattants. Ils commençaient à vieillir, mais ils étaient encore assez actifs. Et notamment, ça a abouti à un monument que personne ne connaît, mais qui était censé représenter ce monument de 1919. C'est sur place du Trocadéro. Vous avez un relief sur les murs du cimetière, qui est un relief de Landowski à la gloire des armées françaises, mais qui est très intéressant parce qu'on a les plans successifs de ce monument. Et en réalité, c'est un monument qui n'a cessé d'être abaissé dans son ambition. Donc même dans les années 50 encore, après la Seconde Guerre mondiale, ils n'arrivent pas, les anciens combattants, à imposer un monument qui ait une véritable portée monumentale. Et du coup, ce monument aux armées françaises reste totalement inconnu dans les mémoires de guerre. Vous n'avez jamais, ni dans les manuels d'historiographie, qui parlent de ce monument de Landowski au Trocadéro. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, d'une part, c'est un projet au rabais par rapport à ce que proposait la loi de 1919, et ensuite, c'est un projet qui a subi
un rétrécissement systématique. Je vous passe les différents éléments qu'on trouve dans les archives qui ont été travaillés et que les anciens combattants eux-mêmes ont rappelé. En tous les cas, ni monument à la défense comme le souhaitait Paul Claudel, ni grand monument aux héros de la guerre, au Trocadéro, comme c'était souhaité. Et donc, en 1951, dans une publication qui me sert de fil rouge dans ce que je vous dis, qui s'appelle l'Almanach du combattant, qui est une publication assez intéressante parce qu'elle commence juste après la guerre et elle s'arrête dans les années 1990. Et c'est un bulletin annuel qui fait souvent entre 300 et 500 pages, extrêmement petit caractère, et qui recense toutes les initiatives que les anciens combattants ont envie de mettre en valeur, et de manière assez banale. C'est une forme disons, de bulletin de liaison entre les associations d'anciens combattants. Ça se veut au-dessus des associations. Et donc, il a cet avantage assez pratique pour un historien, c'est qu'il est annuel, donc on peut mesurer l'évolution de la mémoire assez simplement, puisque vous avez un volume par an. Donc, on peut imaginer que sont syntétisées toutes les informations que les anciens combattants, puisqu'il n'est fait que par les anciens combattants pour les anciens combattants, considèrent comme les plus importants. Donc il m'a servi de fil rouge pour bâtir mes chronologies de la mémoire comme celle que je vais vous donner dans un instant. Et en 1951, dans l'Almanach du combattant, un des grands militants anciens combattants, qui s'appelle Georges Pinault, revient sur la loi de 1919. Et il fait exactement ce que je viens de faire devant vous. Il a repris les articles. En 1951, et sa conclusion, elle est simple, là aussi pour relativiser ce grand discours mémoriel, il dit « L'État, je cite Pinault, a laissé tomber les héros de 14-18 ». On est en 1951. L'État a laissé tomber les héros de 14-18. Alors vous allez me dire, les anciens combattants sont souvent plaintifs, bien sûr, et en termes mémoriels. Il n'empêche que ce bilan est objectif. Sur les 5 points de la loi de 19, il y en a 3 parmi les plus importants sur le plan symbolique qui n'ont donné lieu à aucune réalisation ou à des réalisations partielles. C'était donc ces 3 éléments que je voulais vous citer. Donc l'histoire du 11 novembre, l'histoire du soldat inconnu et la loi de 1919, qui sont un triptyque mémoriel central pour la France, sur lequel on a toujours l'impression que s'est construit cette mémoire unanimiste, ou en tous les cas très partagée. Et donc quand vous les retravaillez dans le détail, vous vous rendez compte qu'aucun ne produit cette mémoire ni consensuelle, ni rapide, ni partagée, ni partageable, puisque un certain nombre des réalisations ne sont pas faites. Autrement dit, je crois que quand on écrit cette histoire de la mémoire depuis 1919 jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler ce champ de tension, qui n'est pas seulement politique, je vais y revenir, mais qu'il est aussi. Enfin, dernier élément local, et sur cette question de la tension, après je rentrerai dans la dimension chronologique, c'est l'histoire des monuments aux morts. Là aussi, dans l'historiographie, vous avez beaucoup de travaux sur les monuments aux morts, depuis la fameuse thèse d'Antoine Pro en 1977. Il y en a eu ensuite un nombre considérable, et maintenant pratiquement chaque village, ou presque avec le centenaire, a sa monographie. Et quand on les regarde, elles sont toutes passionnantes en réalité, les monographies sur les monuments aux morts, vous vous rendez compte combien ces monuments aux morts sont aussi le produit de rapports de force. De rapports de force, et pas du tout de consensus de la communauté, systématiquement, autour des mémoires de la guerre. Alors qu'est-ce que c'est que ces rapports de force ? Il y en a de 3 sortes. Le premier rapport de force, il est assez simple, il est souvent très localisé, c'est un rapport de force en termes religieux, cléricaux, anticléricaux, catholiques, anticatholiques, ou en tous les cas, et c'est évidemment un certain nombre de monuments qu'on voit notamment dans les régions les plus catholiques, qui peuvent susciter des débats, parfois très profonds, en Bretagne, dans le Jura, il y a même un certain nombre de communes bretonnes qui ont 2 monuments, puisque les laïcs ne veulent pas un monument qui se situe soit dans le cimetière, soit qui porte une croix. Donc là aussi, quand vous regardez les monographies sur les monuments morts en Bretagne, je ne vais pas détailler, vous avez souvent ce rapport de force qui fait que ce n'est pas forcément l'expression du tout de la communauté unanime dans son deuil. Donc il y a des rapports de force en termes de vision religieuse ou pas de la mort, du deuil. Parfois, évidemment, il y a du consensus. Quand les communautés sont très unies religieusement, il y a aussi un certain nombre de débats. C'est le cas aussi parfois dans les régions protestantes, mais sur d'autres registres. Deuxième type de rapport de force autour des monuments morts, les rapports de force proprement politiques, qui peuvent être de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est évidemment la question du budget. Dans les municipalités de gauche, par exemple, les communistes et un certain nombre de socialistes s'opposent à l'érection d'un monument aux morts, prétextant que l'argent servirait ailleurs beaucoup mieux. Donc vous avez énormément d'opposition avant même l'érection du monument aux morts, au nom de considérations politiques, en disant, vous savez, il y a toute une campagne dans les années 20 du Parti communiste, les monuments aux morts sont hideux, ils rappellent une guerre effroyable, et donc ils ne sont pas finalement une priorité, c'est relayé par un certain nombre de la gauche du Parti socialiste, et donc vous avez des rapports de force avant même l'érection. Deuxième type de rapport de force politique, évidemment, c'est le choix symbolique de ce qui va être mis sur le monument aux morts. Là aussi, vous avez de nombreux débats qui se trouvent parfois sur des lignes politiques.
Enfin, troisième élément, après les questions religieuses, les questions politiques, il y a des questions esthétiques qui recouvrent les précédentes, parce qu'évidemment, les rapports de force peuvent se jouer de manière très subtile et croiser ces deux lignes de clivage. Un des exemples les plus fascinants, je ne vous en ai pas donné jusque-là, c'est le monument aux morts de Nantes, qui représentait une jolie sculpture d'une femme nue avec l'épée allongée et que la droite conservatrice et catholique, vous imaginez à Nantes, a toujours voué aux gémonies. Le résultat est que le monument aux morts a été amputé et cette superbe sculpture qu'on peut voir encore, mais que vous trouvez là complètement excentrée dans un jardin public à Nantes, donc a fait que le monument aux morts, après d'immenses débats, a été scindé en deux. Donc vous avez le monument aux morts en centre-ville qui ne porte que les noms des morts de Nantes et la sculpture qui était litigieuse pour des raisons esthétiques, mais qui sont aussi des raisons politiques. Évidemment, le nu déplaisant à la droite conservatrice et catholique a été déplacé. Donc vous voyez comment ces trois niveaux, politique, religieux et esthétique, peuvent s'entremêler. Donc là aussi, et c'était ce qu'un historien américain avait fait remarquer à l'historiographie française, il s'appelait Daniel Sherman, dans un livre qui s'appelait The Construction of Memory in Interwar France, donc la construction de la mémoire dans la France de l'entre-deux-guerres. Il disait qu'il fallait arrêter de raconter cette histoire des monuments aux morts comme l'histoire de production consensuelle de chaque communauté érigeant un deuil à ses enfants morts pour la patrie. C'est le cas dans un certain nombre, mais vous avez, comme je vous l'ai montré là, un certain nombre de rapports de force. Donc vous voyez, cumuler ces quatre exemples, 11 novembre, soldat inconnu, de loi de 1919, débat sur les monuments aux morts, et vous avez une vision du deuil et du recueillement après 14-18 qui est, je crois, un peu plus nuancée parfois que cette idée du consensus français opposé au dissensus allemand. Dans un deuxième temps, après une longue introduction, j'aimerais donc maintenant redécouper un petit peu chronologiquement ces tensions et ces rapports de force en quatre parties principales que je vais vous présenter et ensuite que je vais détailler dans la mesure où le temps m'en est donné. J'ai jusqu'à 11h15, où sont la direction, c'est ça? Merci. Donc, je vais vous proposer une scansion qui n'a rien de novateur, mais qui peut-être nous rappellera en commun, et on pourra en discuter, les quatre grands moments, à mon avis, de la mémoire de 14-18 depuis l'entre-deux-guerres. Je pense qu'on peut mettre ensemble un premier temps qui est assez simple, c'est évidemment le temps de l'entre-deux-guerres, la période 1939 où le poids du deuil est écrasant, et évidemment où la mémoire de 14-18 est partout. Je vous détaillerai un petit peu quelques éléments structurants de cette période dans un instant. La deuxième période que j'identifierai, mais là aussi c'est évidemment en termes de mémoire, ce n'est pas des coupures strictes, c'est la période qu'on peut dire de la fin des années 30 aux années 60, c'est la période évidemment d'un effacement d'un certain nombre de traces de 14-18. D'abord parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui va évidemment poser d'autres questions, même si la guerre n'est pas oubliée, mais on mesure à tout un ensemble d'éléments cet effacement. Je vous en donnerai des preuves dans un instant. On a une autre troisième période qui émerge des années 60 aux années 80, qui se marque par un double mouvement. D'abord, une forme de renaissance avec le cinquantenaire. On est au temps du centenaire, mais il faut rappeler combien le cinquantenaire de la guerre 64-68 a été extrêmement dynamique en termes de production, en termes de commémoration, j'y reviendrai. Mais surtout, ces périodes 60-80, elles se marquent par un double mouvement. Le premier mouvement, c'est le vieillissement des anciens combattants, avec le sentiment que leur mémoire s'efface. Et ça, on le voit très bien dans toute la presse ancienne combattante, c'est le sentiment que la disparition physique des anciens combattants, parce que, encore une fois, les plus jeunes ont 60 ans à cette époque, et donc, du coup, cette idée que leur souvenir va disparaître avec eux. Donc, il y a l'idée que la mémoire de la guerre est déterminée par le processus physique de la disparition des corps des anciens combattants. Et on voit cette angoisse, d'ailleurs, qui est assez pathétique à lire dans les textes des combattants à ce moment-là. Ils disent « Et après nous, plus rien ?» Point d'interrogation. Et ils ont une bonne raison de le penser à l'époque, raison qui s'est avérée fausse, je vous le dirai dans un instant, mais ils ont une bonne raison de le penser, c'est que c'est aussi l'époque où la critique politique des années 60 s'exerce en particulier sur la mémoire de la guerre de 14. Et c'est assez frappant de voir que pour toute la jeunesse mobilisée, et donc qui a évidemment un accès à l'espace public très important, notamment avec les mouvements de 68, la guerre de 14 est renvoyée en fait, contrairement à ce que les anciens combattants ont toujours voulu dire, à une forme de roman national patriotique dont la jeunesse veut se débarrasser. Et donc 14-18, pour beaucoup dans les années 60 et jusqu'aux années 80, c'est une guerre finalement, c'est la guerre des vieux papis, ils vieillissent, ce processus physique, qui porte un discours patriotique qu'on ne veut plus entendre. Le symbole le meilleur, je pense, de cette lecture de 14-18, c'est le sketch de Coluche sur l'ancien combattant, qui aujourd'hui, je pense, ne nous fait plus rire en réalité. Parce que ces anciens combattants ont disparu, c'est assez lointain, et du coup, on se demande de qui il parle vraiment. Mais il parle des gens qui étaient très vieillissants à l'époque,
qui agaçait tout le monde, hein, et je vous en donnerai un certain nombre. On le retrouve aussi dans toutes les caricatures qu'on peut trouver à l'époque des anciens combattants dans toute la presse de gauche. Et donc il y a un double mouvement dans les années 60-80. Il y a les anciens combattants qui ont le sentiment de leur disparition physique, que la mémoire est en train de disparaître, qu'elle est attaquée en plus, et d'une manière qu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils se pensent pacifistes. Et donc ils ne comprennent pas qu'on les renvoie toujours à un roman patriotique. En tous les cas, ils le comprennent mal pour beaucoup d'entre eux. Et de l'autre côté, il y a une critique objective du souvenir de 14-18 comme étant un souvenir trop patriotique, évidemment, à un moment où on est au sommet des luttes tiers-mondistes, anticolonialistes, anti-impérialistes. Et donc, du coup, il y a ce double mouvement qui est assez intéressant parce qu'on voit bien manifestement qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les différents groupes sociaux qui sont porteurs de ces discours sur la guerre de 14. Et puis, on a ce mouvement assez incroyable quand on pense au discours des anciens combattants dans les années 60-70, c'est depuis les années 90. Moi, je l'ai mesuré précisément avec un certain nombre d'indicateurs, dans des travaux sur lesquels je pourrais vous donner des indications plus tard. C'est le retour formidable de la mémoire de 14-18 dans les années 90, qui se marque dans tous les niveaux, dans tous les secteurs, avec non seulement une mémoire familiale qui devient beaucoup plus active, avec la généalogie qui s'empare particulièrement de 14-18, les arts, la politique et tout un ensemble de domaines sur lesquels je reviendrai. Donc là, on a un retournement complet, c'est-à-dire que le double mouvement des années 60-80 disparaît complètement. Cette peur de la disparition physique, en réalité, est complètement vaine, puisque les derniers poilus sont héroïsés comme jamais, qu'on publie des correspondances de guerre comme on n'en avait jamais publié au moment où les poilus étaient encore vivants, et que la critique politique qui avait été celle des années 60, finalement, au contraire, héroïse les poilus, non plus un porteur d'un discours nationaliste et qu'on considère comme ringard, mais au contraire comme un discours critique anti-guerre qu'on a envie de valoriser, ou en tous les cas comme des gens qui sont porteurs d'une forme de souffrance, incarnation des horreurs du XXe siècle. Donc toutes les formes de mémoire des années 60-80 se retournent complètement dans les années 90, des deux côtés. Les poilus ne sont plus les vieux cons, comme on disait à l'époque, je cite les jeunes des années 60, mais deviennent au contraire des héros de la souffrance des guerres du XXe siècle. Leur mémoire ne disparaît pas, mais au contraire fait irruption sur la scène publique comme elle l'avait jamais été auparavant. Et c'est donc ce grand récit que je voudrais vous montrer, donc en 4 étapes. Donc je vais être assez rapide puisque il me reste 20 minutes pour les parcourir, mais quand même pour vous en donner peut-être quelques axes et aussi démontrer pourquoi je crois que cette coupure est pertinente. Donc première partie, l'entre-deux-guerres. Bon, elle est bien connue, je ne vais pas y insister, je voudrais juste vous donner 2-3 éléments. D'abord, toujours en me centrant plutôt sur la mémoire combattante, pour garder ce fil. Premier élément, je crois que quelque chose qui a bien marché, qui a beaucoup structuré en France cette mémoire, c'est justement le soldat inconnu. Le soldat inconnu, finalement, pour beaucoup de raisons, a représenté, finalement, pour les combattants et pour les familles, un véritable symbole de la mémoire qui a très bien fonctionné. Il a très bien fonctionné d'abord parce que son rôle est ambigu, il représente 2 choses, le soldat inconnu pour les soldats. Évidemment, ceux qui ont disparu, c'était une de ses justifications, ces corps qu'on n'a pas retrouvés, ces centaines de milliers de corps qui sont toujours sur les champs de bataille ou qui, s'ils ont été retrouvés, n'ont pas été identifiés. Donc ça, c'est le côté inconnu. Mais il a aussi très vite eu la vertu d'être le soldat ordinaire, face à ceux qui trahissent sa mémoire. Et donc, ce qui me frappe, moi, dans les sources combattantes, c'est combien le soldat inconnu est une icône auquel on fait tout le temps appel. C'est véritablement une forme de saint des anciens combattants qu'on invoque en permanence. Et chaque fois que les anciens combattants critiquent la situation présente, ils disent « Ah, si le soldat inconnu sortait de sa tombe, ah, si on pouvait le faire parler, ah, s'il était avec nous ». Et donc, cette iconisation du soldat inconnu, elle est très rapide. Dès les années 20, on pourrait multiplier les citations. Dès 1922, dans son premier numéro, l'almanach du combattant dit « Le poilu inconnu est à nous camarades ». Le poilu inconnu est à nous camarades. C'est donc le symbole très vite que chacun cherche à s'approprier. Donc on peut dire que la première caractéristique de cette mémoire de l'entre-deux-guerres, je ne vais pas avoir le temps de toutes les donner, c'est une forme de polarisation mémorielle autour du soldat inconnu, qui est véritablement un centre mémoriel, non pas seulement physique, au sens où on ne peut pas aller le visiter tout le temps, mais parce qu'on fait appel à lui en permanence. Il y en a d'autres, mais il fonctionne extrêmement bien en France. On le voit tout au long de l'entre-deux-guerres. Il est rappelé par les anciens combattants sans cesse, comme leur figure iconique. Ce qui n'empêche pas, évidemment, c'est l'autre aspect qu'aujourd'hui on ne voit pas, mais c'est évidemment très frappant dans l'entre-deux-guerres en termes mémoriels, c'est évidemment l'envahissement de l'espace public par les traces de guerre. Et quand je parle d'envahissement, là aussi, c'est un aspect qui est trop négligé, je crois, dans l'historiographie. Tout le monde connaît, encore une fois, les monuments aux morts, mais en réalité, l'espace public, bien plus largement, est envahi par la mémoire de 14-18. D'abord, tous les cimetières communaux, après les lois de rapatriement,
font l'objet d'un discours mémoriel, puisqu'il y a énormément de tombes qui sont ornées de discours sur les combattants, sur la manière dont ils ont vécu. Donc les cimetières de France se transforment complètement dans l'entre-deux-guerres, puisque tous les soldats qui sont rapatriés font souvent l'objet d'un discours qui soit rappelle là où ils sont morts, soit rappelle leur qualité de mort pour la France, soit parfois devient véritablement un grand discours. Moi j'ai fait des études, là aussi je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais j'ai étudié un certain nombre de cimetières. Vous avez dans des cimetières de communes qui font 200 ou 300 habitants, vous pouvez bâtir un discours mémoriel très complet quand vous étudiez tous les tombes des anciens combattants, et certaines ont disparu. Donc ça veut dire que c'était encore plus riche dans l'entre-deux-guerres. Moi j'ai fait l'étude, si vous voulez je pourrais vous en parler, d'un petit cimetière dans le Rhône, qui est dans le Beaujolais, et c'est assez fascinant, vous pouvez quasiment reconstituer l'ensemble de la guerre à travers les inscriptions qui sont faites dans ce petit cimetière communal. Je l'ai fait dans des plus grandes villes à titre comparatif, c'est assez fascinant, l'invasion mémorielle qui se fait. Cette invasion, elle touche les cimetières, mais elle touche aussi les rues, évidemment avec les changements de noms de rues, là aussi, qui sont bien connus, mais également tous les édifices publics qui sont chargés d'inscriptions, et parfois même des immeubles. Il en reste encore quelques traces, beaucoup ont disparu, mais dans l'entre-deux-guerres, et encore aujourd'hui, on trouve parfois simplement une plaque à un poilu dans son immeuble ou sur son immeuble. Et donc, c'est, je crois, un des deuxièmes éléments, c'est que ce deuil massif de l'entre-deux-guerres va avoir une traduction extrêmement forte, y compris dans les colonies, dans l'espace public. Et c'est évidemment quelque chose qui va marquer définitivement, je crois, la mise en mémoire. Donc on est dans une période où, d'une certaine manière, la mémoire de guerre est une tension politique ordinaire, c'est un objet de tension, mais c'est un objet dont la légitimité est très peu contestée. Donc je ne vais pas y insister parce qu'à mon avis, les périodes suivantes sont moins connues et plus intéressantes. Et donc je voudrais en venir, après cette période du deuil massif et bien connue, de l'après-guerre, et donc de cette seconde période que j'ai identifiée de la fin des années 30 aux années 60. C'est une période qui est très intéressante pour la mémoire de guerre parce qu'il arrive de nouveaux concurrents. Il y en a 3 qui n'ont tous pas la même légitimité. Premier concurrent, c'est qu'il n'y a plus que seulement les anciens combattants de 14, il y a ceux de 40. Bon, ceux-là encore, vous allez voir, on peut les évacuer assez facilement. Pour des raisons que je vous explique évidemment pas. Deuxième concurrent beaucoup plus sérieux, les résistants. Évidemment, là, c'est plus du tout pareil. Et puis troisième concurrent, l'armée de 44-45, là aussi c'est quand même un plus sérieux, puisque ça a donné un certain nombre de résultats. Et alors ce qui est très frappant quand on lit les anciens combattants, je parle toujours dans leur voix en suivant le développement de leur mémoire, c'est qu'ils voient arriver cette concurrence avec beaucoup de méfiance, et là aussi, ils sentent que leur mémoire est mise en danger. Donc on voit au début des années 50, parce qu'évidemment la Seconde Guerre mondiale taisait ces questions-là, en tout cas pour les anciens combattants de 40, même si c'est des choses qui sont en train d'être réétudiées aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut absolument empêcher les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, finalement, de leur enlever le caractère légitime, d'être la mémoire nationale légitime de la guerre. Et donc on voit de manière extrêmement virulente les anciens combattants de 14, dans les années 50, s'élever contre la prétention mémorielle des catégories que je viens de nommer. Et donc, dans l'almanach du combattant en particulier, j'ai essayé de recenser toutes les stratégies qui ont été mises en place pour contrer ces nouveaux héros qui arrivaient. Première stratégie, évidemment, ceux de 40. Alors eux, c'est facile, et alors de manière très crue, les anciens combattants leur rappellent, écoutez, très bien, mais vous êtes quand même des perdants. Et nous sommes les vainqueurs de Verdun. C'est dit texto, il n'y a pas du tout de demi-mesure. Chaque fois que les anciens combattants évoquent cette idée qu'il y a des anciens combattants en 40, ils rappellent bien sûr, il faut leur faire une place, ils sont tout à fait conscients, et d'ailleurs elle est objective, mais ils ne cessent de rappeler que ces anciens combattants, malgré tout leur courage, ce sont les défaits de 40. Et donc du coup, évidemment, ils ne peuvent pas prétendre tenir un discours sur la mémoire qui ait la même puissance que la leur. Deuxième question beaucoup plus dure, comment finalement renvoyer les résistants à en quelque sorte, une subsidiarité mémorielle, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie est de dire, nous aussi on était des résistants, ils ne sont pas passés à Verdun. Donc c'est de rabattre le concept de résistance sur la guerre de 14-18. Et là aussi, dans les textes de l'almanach du combattant de l'immédiate après-guerre, il y a cette idée que, d'une certaine manière, les résistants de toujours, c'est avant tout ceux de 14, et il rappelle toujours, on ne passera pas. Autrement dit, la résistance n'a rien de nouveau. Puisqu'ils ont résisté déjà aux Allemands, ils ont empêché qu'ils envahissent le territoire, c'est dit très clairement. Donc, vous voyez, il y a toute une stratégie rhétorique qui est mise en place. Troisième élément de stratégie, quand ces deux-là ne marchent pas, c'est l'idée de l'unité. Il ne faut pas que de nouveaux arrivants brisent l'unité mémorielle qui a permis un certain nombre de réalisations
par les anciens combattants. Et donc vous avez tout un ensemble d'éléments, et ça va très loin, c'est-à-dire on sent que c'est une vraie préoccupation, c'est-à-dire qu'on trouve des discours, on trouve des dialogues qui sont faits sur cette concurrence mémorielle entre les anciens combattants de 14, ceux de la Seconde Guerre mondiale, hein, évidemment plutôt ceux de 44-45, ou les résistants. Je vous cite juste un qui s'agace justement de cette arrivée. Hein. C'est un article de 1950 qui s'intitule, et vous verrez que le titre est déjà intéressant, « Les anciens de 14-18 doivent-ils se résigner à n'être que des vétérans ?» Hein, donc on sent tout de suite cette petite concurrence. Et voici comment les choses sont racontées dans l'article. Hein. Et il semble que l'heure a sonné pour les anciens de 14-18 de jouer les vétérans. Et donc là, c'est un dialogue fictif. « Ah, je vous vois venir. Vous appartenez à la catégorie de ceux qui aimeraient bien que l'on ne parle plus de ceux qui firent la guerre. C'est un langage que nous avons coutume d'entendre depuis la libération. Ah, les résistants, parlez-moi de ça, mais non pas des combattants. » Donc vous voyez cette idée hein, que leur combat à eux est en train de s'effacer derrière la légitimité des anciens combattants. Donc il y a une véritable concurrence qui s'instaure dans les années 50 qui va extrêmement loin. Hein. Il y en a une qui m'a frappé, pendant la guerre d'Algérie, il y a un débat entre Jacques Vergès et le procureur Patin au moment du débat sur le livre qui rassemblait, publié aux éditions de Minuit, hein, qui rassemblait les témoignages sur la torture. Donc il y a un procès, hein, on est en 1958, et à un moment il y a un dialogue entre Patin, donc procureur, et Jacques Vergès. Et il commence, évidemment, le ton monte, hein, c'est tendu, c'est autour de justement de la question de la manière dont on a rassemblé ces témoignages. Et à un moment, Patin pointe Vergès du doigt, il dit « Peut-être que vous avez été résistant, monsieur, mais moi j'ai fait mes classes dans les tranchées de l'Artois. » Donc vous voyez, c'était quelque chose qui était extrêmement vécu. Hein, cette idée, bien sûr, vous avez le droit de parler de ce que c'est que la guerre, mais moi encore plus que vous, hein, puisque ouais, ça m'a frappé, hein, cette idée que, y compris dans un tribunal où c'est a priori secondaire, hein, il s'agissait de la guerre d'Algérie, hein, cette idée d'une concurrence des héros reste extrêmement puissante dans les années 50. Elle l'est d'autant plus, et c'est évidemment un élément important, que c'est une période où la Première Guerre mondiale, malgré tout, hein, est reléguée assez loin dans les mémoires et dans les débats de l'espace public par la Seconde. Par exemple, l'anniversaire de Verdun dans les années 50, en tous les cas, si on regarde ce qu'en disent les anciens combattants, est un anniversaire oublié. Hein, l'idée de dire que maintenant Verdun hein, n'a plus de sens après toutes les commémorations qui sont celles de la Seconde Guerre mondiale. Et François Mauriac écrit dans Le Figaro littéraire, le 14 décembre 1957, donc toujours dans cette période-là, mais la Grande Guerre n'appartient plus à un passé proche. Donc vous voyez cette idée d'un recul de la Grande Guerre avec la Seconde. Mais la Grande Guerre n'appartient plus à un passé proche. Les protagonistes du drame ont presque tous quitté la scène. Ce que nous appelons encore la Grande Guerre disparaît sous la marée boueuse de 1940. Donc vous voyez cette idée hein, que cette Grande Guerre est de plus en plus en train finalement d'aller encore plus loin dans le passé qu'elle n'est parce que les mémoires se concentrent et sont obnubilées par les conséquences directes de la Seconde Guerre mondiale. Et alors ce qui est le plus frappant pour nous aujourd'hui dans ces années 50, quand vous lisez les textes qui parlent de la mémoire, c'est le désintérêt pour les carnets de poilus. Quand on voit aujourd'hui, j'ai trouvé plusieurs lettres dans les archives d'éditeurs qui disent « ça ne se vend pas, ça ne nous intéresse pas », y compris, et ça c'est fascinant, des éditeurs anciens combattants. Donc il y aurait tout intérêt à défendre la mémoire des poilus, hein. Et il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Gustave Duracier, hein, qui est un blessé de guerre, grand mutilé, hein, qui est vraiment un grand militant des anciens combattants. J'ai trouvé plusieurs lettres de lui où il répond à des anciens combattants qui voudraient éditer leurs lettres dans les années 50 en disant « Écoute, mon vieux, c'est évidemment très intéressant, mais on n'a aucune chance d'avoir un public. » Donc vous imaginez, quand on imagine ce que c'est aujourd'hui, hein, que le carnet, le régime mémoriel extraordinairement différent des années 50, hein, où, comme le disait Mauriac, hein, la Grande Guerre, finalement, recule très loin dans les mémoires. Alors évidemment, comme toujours, quand on trace des chronologies trop tranchées, on oublie un certain nombre d'éléments. Il y a des moments où cette Grande Guerre peut revenir au devant de l'actualité, et on pourrait étudier, je ne vais pas le faire, mais évidemment quand même les rejets de mémoire avec la guerre d'Algérie, qui sont nombreux. D'abord parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont vécu les deux, évidemment, et notamment même le président de la République, hein, Coty, hein, qui a été un ancien de Verdun. Donc tout ça, c'est des choses... et il raconte notamment hein, qu'au moment quand il était confronté à un certain nombre d'exécutions, notamment l'affaire Yvetot, pendant la guerre d'Algérie, il avait en tête la question des fusillés de la Grande Guerre. Hein, donc on ne peut pas dire que ces choses sont forcément oubliées. Hein, et ça reprend une densité au moment de la guerre d'Algérie, de manière assez complexe. Hein. Il y a beaucoup de témoignages de soldats d'Algérie, par exemple, qui se réfèrent évidemment à la Grande Guerre, parce que d'une certaine manière, c'est une expérience militaire qu'eux trouvent plus comparable. Hein. Et vous savez qu'Antoine Pro dit qu'il a eu envie de faire sa thèse sur les anciens combattants de 14-18 pendant la guerre d'Algérie. Hein. Relisez l'introduction de sa thèse, c'est fascinant. Hein. Il n'y a aucune référence évidemment à 40, hein, mais c'est toujours la guerre de 14, hein, quand il est lieutenant
en Algérie. Et on a ce témoignage dans beaucoup d'autres témoignages d'anciens de la guerre d'Algérie, hein, cette idée que la guerre de 14, finalement, restait comme un horizon présent. Donc quand on dit effacement, oubli, etc., évidemment, on trace des clivages qui ne sont pas justes, au sens où, évidemment, il y a toujours des nuances. Il n'empêche que je pense que la description d'ensemble est juste. Hein. Il y a plusieurs moments aussi avec le scandale des Sentiers de la Gloire en 1957-58, où la guerre de 14 revient dans l'espace public, mais c'est toujours subsidiaire hein, par rapport à ce que c'est. J'en viens à la troisième période, cette idée donc à la fois un regain de mémoire dans les années 60, mais un regain critique et un regain pathétique au sens où les anciens combattants se sentent passer leur temps et le temps de la transmission est évidemment de plus en plus une inquiétude sur cette absence de transmission. Et alors cette opposition entre la génération de 68 et les anciens combattants, on la trouve de mille manières. Je vais vous prendre peut-être 3 exemples qui sont assez intéressants pour être concret. Je suis en train d'arriver, je serai plus rapide sur la dernière partie. Le premier, c'est un roman qui est assez intéressant, un roman récent de Véronique Olmy qui s'appelle Numéro 6. Et Véronique Olmy, elle décrit un ancien combattant dans son roman, qui est médecin, qui est très réactionnaire, hein, assez typique de certains anciens combattants des années 60. Et c'est sa fille qui retrouve ses lettres de guerre et qui, à travers ses lettres de guerre, finalement déclare un peu l'amour qu'elle a pour son père. Et en réalité, il s'agit c'est un roman assez autobiographique, hein, même si il y a un saut de génération, puisqu'il s'agit de son grand-père. Et je crois qu'elle décrit bien hein, la désespérance du poilu devant la génération de 68. L'incompréhension. Je la cite. Hein, donc ça, c'est la jeune 68arde hein, qui parle donc de son père, qui est en réalité son grand-père dans la vraie vie. Je cite Véronique Olmy. « Mai 68 m'a sauvé. » Parce qu'elle venait d'un milieu conservateur. Hein, donc « Mai 68 m'a sauvé. Toi, tu as pleuré. Quand les étudiants ont traité les poilus de cons, tu t'étais battu pour des enfants qui te crachaient à la figure avec joie et vitalité. C'était ta 2e défaite après la mort d'Émile. » Parce qu'il avait perdu son frère à la guerre et qu'il n'avait pas pu le sauver, il est mort près de lui. Donc c'était ta 2e défaite après la mort de son frère à la guerre. Hein, cette défaite, donc finalement, d'être incapable de dialoguer avec les générations des années 60. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que cette mémoire croisée ancien combattant 68arde est intéressante, c'est qu'eux ne comprennent pas toujours la critique qu'il leur est portée. Et notamment, dans l'almanach du combattant, plusieurs fois, les anciens combattants répondent « Mais on n'est pas ceux que vous décrivez. Nous étions antimilitaristes, nous étions pacifistes. Hein » Et donc, du coup, là, il y a véritablement une incompréhension. Et l'un des dirigeants de l'UNC écrit à l'époque « Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. » Hein, comme cette incapacité des anciens combattants à transmettre la dimension critique, hein, qui est bien connue des historiens, hein, qu'ils avaient vis-à-vis de l'expérience de guerre, hein, et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, ils parlent là des jeunes qui les critiquent. Et les jeunes, effectivement, ne comprennent pas. On a un témoignage qui est intéressant, celui d'un de nos collègues, Michel Vinocq, qui lui est né en 1937, donc vous voyez, c'est vraiment, il est un peu déjà âgé, mais c'est quand même assez la génération critique des années 60, hein, et il dit, on avait l'impression que ces types n'avaient eu qu'une histoire dans leur vie, la guerre, et nous, on était pacifistes et antimilitaristes. Donc, vous voyez, on a toujours cette opposition des discours, hein, où vous avez une mémoire, ou une forme d'incompréhension permanente. Et le seul moment où il y a une forme de concrétion, ou en tous les cas de possibilité de synthèse entre une mémoire critique de la jeunesse des années 60 et de la mémoire de la guerre, c'est lorsque on réutilise la mémoire critique de 14-18, donc les mutineries, hein, les mutins, la révolution russe, là oui, il y a possibilité de se saisir de la guerre. Et vous avez un très beau témoignage, c'est le dernier, donc Véronique Olmy, gardez ces noms en tête pour structurer ce discours, hein, Véronique Olmy avec l'opposition du père et de la fille, Michel Vinocq contre l'ancien combattant, en quelque sorte, chacun ne comprend non pas l'autre. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de Jean-Marc Rouillant, le dirigeant d'Action Directe, hein, qui, dans ses mémoires, hein, est déjà très actif dans les années 70, il est militant autonome à Toulouse, et dans sa Weltanschauung, dans sa conception du monde politique, 68, évidemment, joue un rôle, mais très secondaire. La guerre de 14 est très présente chez lui, dans son engagement, mais c'est une guerre de 14 hein, complètement mythifiée, celle des mutins, hein, qu'il héroïse, et il est passionné hein, par toutes les résistances à la guerre en 14-18. Donc ça, c'est l'héritage de 14-18, hein, qui est happé, mais de manière assez modérée par toute une fraction révolutionnaire de la jeunesse. Je vous cite les mémoires de Jean-Marc Rouillant, qui sont parues en 2007 chez Agone. « Nous avions vu Les Sentiers de la Gloire, le film censuré de Stanley Kubrick, et lu les rares bouquins sur les mutineries et les fraternisations dans les tranchées. Et bien sûr, depuis tout petit, je n'ignorais rien des aventures du caporal Vincent Mouliat, c'est un fusillé qui a échappé à son destin. Notre fraternisation avec les Rouges se faisait avant tout dans la préservation de cette mémoire collective et pour chasser. »
cette mémoire collective et pourchassée. Nous la conjuguions à notre refus et à notre révolte. Donc vous voyez, la seule voie finalement de saisie de la mémoire de 14-18 dans cette génération-là, c'est une saisie critique qui n'est pas celle de l'ensemble de l'expérience de guerre, mais d'une certaine partie de l'expérience de guerre et de l'expérience de guerre critique. J'avance vite parce que j'arrive à la fin pour vous parler de la dernière période. Donc, on va quitter cette rive des années 80, de ce double mouvement de l'angoisse de la disparition chez les poilus et de la critique politique qui est portée sur leur expérience, avec ce retour de mémoire dans les années 80-90. Alors, ce retour de mémoire, encore une fois, c'est l'inversion complète de toutes les tendances que je viens de décrire, qui disparaissent quasiment toutes, ou en tous les cas qui se transforment. Les anciens combattants qui deviennent non plus les anciens combattants mais les derniers poilus, alors ça je l'ai étudié dans le détail, on pourra y revenir à partir du moment, les catégories sémantiques, à partir de quel moment elles changent, mais en tous les cas c'est très clair que dans les années 90, on n'a plus du tout quasiment ce discours critique contre les anciens combattants, on a l'héroïsation des derniers poilus qui deviennent de véritables icônes. Moi j'ai étudié les moments où les mots changent et où apparaît la catégorie dernier poilu, c'est très mesurable, et là vous avez une iconisation du soldat, qui est tout à fait à l'opposé de cette critique politique de ces vieux cons, comme disaient les jeunes des années 60. Donc, premier élément, l'iconisation et l'héroïsation des derniers poilus, qui va trouver son apothéose dans les années 2005-2007, au moment où on réfléchit à la manière dont ces derniers poilus vont être enterrés, avec l'idée qu'il faut soit les panthéoniser, ce que proposent certains, soit leur donner des funérailles nationales, soit encore leur faire une cérémonie très particulière. Et vous savez que ça va cumuler dans l'hommage au dernier poilu en 2008, sur lequel on pourra revenir. En tous les cas, des années 90 aux années 2000, il y a une iconisation continue des derniers poilus. C'est assez fascinant. Ils font la une des journaux en novembre. On a déjà oublié puisqu'ils ne sont plus là, mais quasiment tous les 11 novembre, tous les grands journaux font la une, non pas sur les poilus, non pas sur l'expérience de guerre, mais sur les derniers poilus, avec un comptage assez macabre. Il ne reste que tant de derniers poilus. Là aussi, c'est des choses que j'ai étudiées en détail. On le voit. Et évidemment, avec l'angoisse au dernier moment qu'il en reste que les gens aient oublié. Donc, vous avez des services du ministère qui sont à la recherche dans les années 2006-2007 du dernier poilu pour être sûr qu'il n'en restera pas après. Parce qu'évidemment, si vous annoncez la mort du dernier poilu mais qu'il en reste, c'était mauvais genre. Et donc, du coup, vous avez comme ça une course un peu macabre. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que on en rit, mais c'est d'une certaine manière juste, puisque du coup, c'est plus du tout une charge politique, c'est une folklorisation du poilu. On n'est plus du tout dans le registre que je vous décrivais pour les années précédentes. Et donc cette période qui commence dans les années 90 de manière assez frappante, donc iconisation et héroïsation du poilu, donc oubli quasiment complet de la figure critique, et ça se marque notamment par un revival autour des monuments aux morts. Et là aussi le retournement est complet puisque dans les années 70, les monuments aux morts étaient souvent souillés d'inscriptions antimilitaristes et pacifistes. Là aussi c'est complètement oublié. Aujourd'hui les monuments aux morts par l'extrême gauche ils sont nettoyés, ils sont valorisés. L'extrême gauche avant marquait vive la révolution, abat l'impérialisme. On a des traces, on a des rapports de police. Quasiment tous les 11 novembre dans les années 70, vous avez des monuments morts qui sont souillés dans toute la France par des inscriptions antimilitaristes, par des inscriptions critiques, par des inscriptions qui considèrent que cette mémoire, et aujourd'hui c'est même, ou en tous les cas c'est parfois les mêmes peut-être physiquement, qui badigeonnaient les monuments dans les années 70, sont ceux qui nous expliquent qu'il faut rajouter des mots, les noms des fusillés sur les monuments morts, qu'il faut les valoriser, et qui font des cérémonies devant les monuments morts. Pour rappeler la souffrance des poilus. Donc là, vous voyez, vous avez un retournement complet de l'usage politique des monuments aux morts. Donc, changement du rapport aux poilus, changement du rapport à la mémoire de 14-18, et puis évidemment, l'explosion, véritablement en termes quantitatifs. Moi, j'en ai fait le comptage pour les romans. Vous avez plus de romans qui sont publiés sur la guerre de 14-18 dans les années 90 que pendant toutes les décennies précédentes depuis la guerre de 1945. Donc là, on peut le mesurer, cet intérêt des nouvelles générations pour la guerre de 14-18, il est pesable et mesurable, et le retournement, c'est le début des années 90. Il est mesurable dans le roman, il est mesurable aussi dans la bande dessinée, et il est mesurable aussi dans la chanson, puisqu'il n'y a jamais eu autant de chansons sur les poilus que dans les années 90-2000, y compris dans toutes les formes musicales. Là aussi, c'est une enquête que j'ai faite, dont je vous passe le détail, mais il y a une multiplication des chansons qui prennent les poilus pour terme. Ces chansons, ce n'est pas seulement des chansons évocateurs, du type chansons françaises populaires, ça, il y en a toujours eu, mais vous trouvez ça dans le hard rock, par exemple, dans le métal. Vous avez énormément de chansons qui prennent en charge la mémoire des poilus. Et l'exemple que j'aime le plus citer, parce qu'il est très frappant, c'est le groupe Indochine qui a consacré un album entier à la mémoire des soldats.
et que dans son grand concert au Stade de France, vous avez des images de la guerre de 14 qui passent en arrière-plan. Donc vous voyez, on n'est plus du tout là dans une forme d'oubli mémoriel, d'effacement. C'est devenu finalement un sujet dont la grande culture, on dirait la culture de masse, se saisit. Non pas seulement le roman, qui peut être parfois plus élitiste, ou la bande dessinée, qui peut se plus réservée à ceux qui l'aiment, mais aussi bien cette culture de masse que représente, je pense, Indochine, se saisit très aisément. Et y compris de manière assez fascinante, puisque c'est pas une saisie vague, puisque dans l'album, si vous le lisez, il y a une lettre de Poiluc qui a été retrouvée plus ou moins par des amis de la famille et qui est éditée dans l'album. Donc vous voyez, c'est pas une saisie vague, et les images qui sont projetées pendant le concert au Stade de France sont des images véritables de la guerre de 14-18. Alors on peut évidemment s'interroger sur ce retour de 14-18, on peut lui donner un certain nombre d'explications, et il le faut, je crois, en matière de conclusion, puisque j'arrive à la fin du temps. Alors comment expliquer finalement ce parcours et ces évolutions? Comment donner un peu de sens à cette chronologie rapide? La partie de l'entre-deux-guerres ne mérite pas véritablement d'explication. C'est des discours qui sont bien connus, sur l'ancrage du deuil, sur le recueillement, sur la présence physique des anciens combattants. La période d'effacement non plus ne demande peut-être pas beaucoup d'explications, puisque évidemment la Seconde Guerre mondiale a des effets immédiats, non pas de réalité et aussi de mémoire. Donc, deuxième, peut-être plus intéressant, d'abord le changement de registre dans les années 60. Alors, c'est là où il faut être un peu plus précis. Donc, il y a évidemment trois effets cumulés. Le premier effet, c'est quand même un effet du cinquantenaire qu'il ne faut pas oublier. C'est un événement qui n'a jamais été étudié. Moi, j'ai un étudiant qui travaille dessus, mais c'est encore très embryonnaire, mais c'est un événement qui est très important. Et quand vous regardez la production qui a été faite, y compris historiographique, dans les années 1964-1968, c'est un événement qui n'a évidemment sans doute pas l'écho du centenaire pour les raisons de registre mémoriel que je vous ai donné, mais qui est quand même extrêmement présent. Donc il y a un regain d'intérêt avec le cinquantenaire. Deuxième élément, pour réexpliquer cette angoisse de la disparition, c'est le processus physique que je vous expliquais et qui a des effets très concrets chez les anciens combattants. C'est l'idée de dire qu'il faut maintenant, en quelque sorte, donner le dernier coup de collier avant la mort et que si on veut transmettre l'expérience, il faut avoir une nouvelle stratégie. Donc ce renouvellement stratégique des anciens combattants, il va avoir un nom très simple. En tous les cas, c'est mon hypothèse, c'est Verdun. Les anciens combattants vont penser dans les années 60 que s'ils veulent sauver leur mémoire, il faut en quelque sorte avoir une stratégie, on pourrait dire marketing, et ce qui marche le mieux pour eux, c'est Verdun. Et ça, on le voit très bien, et c'est donc à ce moment-là que va être inauguré le mémorial de Verdun, sous la présidence de Genevois, donc c'est un projet des années 60, parce que c'était l'idée qu'avec le nom de Verdun, on pourra sauver l'entièreté de l'expérience de guerre. Et donc là, on voit bien que effet du cinquantenaire, effet du vieillissement, recherche stratégique d'une transmission efficace, il y a un renouveau donc de cette mémoire de guerre dans les années 60. Alors ensuite, l'explication de la critique politique, elle me dépasse, puisqu'il faut mieux connaître que tout le discours politique des années 60 de la jeunesse, il y a des travaux là-dessus, mais on voit bien combien, évidemment, dans le récit national que vont contester les différentes jeunesses politiques des années 60, la Grande Guerre a facilement une place de choix, puisqu'elle incarne, encore une fois, des gens qui sont vieillissants, qui sont au pouvoir, et qui l'ont été depuis longtemps, et qui incarnent évidemment tout ce que la jeunesse rejette. Il faut maintenant, et c'est peut-être à la fois le plus délicat et le plus intéressant, expliquer maintenant pourquoi toute cette mémoire des années 60-80 que j'essaie de vous décrire est complètement effacée et remplacée par cette omniprésence mémorielle des années 90-2000. Et j'y insiste, puisqu'on est au temps du centenaire, à mon sens, le centenaire ne change rien en réalité, ce registre mémoriel. C'est une prolongation. Et toutes les tendances qu'on voit aujourd'hui, dont Alexandre a rappelé certaines à la fin de son exposé, sont des tendances des années 90 qui s'approfondissent. Donc le centenaire, à mon sens... Donc le centenaire, à mon sens, ne change rien du point de vue du registre mémoriel. Il y a plus d'argent pour les projets, il y a plus de visibilité médiatique, mais le fond des enjeux reste celui que j'ai décrit. Alors comment l'expliquer ? Bon, ces explications, elles relèvent de deux ordres, à mon avis, et je vais conclure là-dessus pour laisser de la place à la discussion. Le premier ordre de ce retour mémoriel, et je dirais que ça dépasse la guerre de 14-18. C'est la question qui est bien connue des historiens, des anthropologues de la mémoire. C'est le retour du passé comme un temps extrêmement efficace pour penser le présent. Donc ça a été montré. Ça s'inscrit dans cette idée qu'on peut consommer du passé pour mieux se situer dans le présent. C'est cette idée du consuming history qui a été bien étudiée, et pas seulement en France. Dans beaucoup de démocraties occidentales, le passé est une ressource pour le présent.
Donc ça, c'est bien connu, hein, vous l'avez sans doute entendu, ça a été travaillé par de nombreux historiens dans tous les pays, hein, cette surconsommation de passé dont la guerre de 14-18 bénéficie comme les autres périodes. Donc je pense que quand on pense au retour des années 90, il faut le situer au-delà de la mémoire de 14-18, sinon on ne comprend pas pourquoi il y a une telle consommation de 14-18. Il y a une consommation de 14-18 parce que c'est une consommation de Moyen-Âge. Hein. Vous savez qu'il y a des milliers de fêtes médiévales chaque année, ça veut dire des millions de spectateurs hein, dans toute l'Europe, et pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, pour lesquels elles ont été étudiées. Hein. Donc c'est dans cette histoire finalement qu'on a appelée l'histotainment, qu'on a appelée l'histoire consommée, qu'il faut comprendre le retour de 14-18. Maintenant, ça ne suffit pas à l'explication générale, il faut une explication propre à la guerre, évidemment. Parce que, après tout, pourquoi pas les guerres de religion ou la guerre de 1870. Alors, il y en a, à mon avis, plusieurs, mais peut-être la plus intéressante tourne autour de la figure du poilu, puisque j'ai essayé de le suivre hein, depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'à mon avis, la figure du poilu, dans cette histoire consommée, c'est une des plus opératoires qui soit. C'est une des plus opératoires qui soit, la figure du poilu. Pourquoi elle intéresse tant que ça, aussi bien un Indochine qu'un romancier ou une mémoire familiale D'abord parce qu'elle est plastique. Hein, c'est une des figures les plus plastiques de l'histoire de France. Vous en faites à peu près ce que vous voulez, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu 8 millions de soldats mobilisés, donc vous avez à peu près toutes les expériences possibles. Hein. Et je vais revenir sur cet aspect-là. Et donc il est très plastique parce que vous pouvez à peu près lui donner tout l'arc de cercle politique, ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les autres figures héroïques. Le poilu, ça peut être le mutin, ça peut être le révolutionnaire hein, pour l'extrême gauche, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il est utilisé. L'iconisation des fusillés par l'extrême gauche aujourd'hui, c'est assez fascinant. Hein. C'est l'icône de la souffrance, c'est l'icône de la révolution. Et vous avez à l'extrême droite, hein, y compris dans les discours du Front National, hein, l'idée que le poilu c'est l'incarnation de la France qui résiste. Hein, y compris en disant, voilà, le poilu français, en disant oui, on a marre des fusillés et des colonies, on veut le poilu français. Hein. C'était un discours de Jean-Yves Le Gallou qui était très intéressant là-dessus. Hein, là aussi, hein, une héroïsation. Donc, vous voyez, de l'extrême gauche qui choisit le mutin, le révolutionnaire, plus ou moins inventé, et ensuite l'extrême droite qui va en faire le poilu français, incarnation hein, de la France éternelle. Vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Donc, vous avez tout l'arc de cercle politique. Hein, et évidemment, aucune figure héroïque du XXe siècle hein, ne peut être autant utilisée. Évidemment pas la résistance. On connaît les débats qui sont autrement plus compliqués hein, sur les mémoires résistantes. Les soldats de 40, de fait, ils ont été vaincus, donc on ne peut pas en faire grand-chose. 44-45, on retrouve les enjeux de débat hein, sur la période de l'occupation et de la résistance. Ne parlons pas des soldats des guerres coloniales. Inutile de vous dire combien leur mémoire ne peut pas s'ancrer hein, dans une généralité aussi grande que le poilu. Et donc, du coup, hein, il y a une forme de spécificité de cette mémoire. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième aspect dans le poilu, par rapport à toutes les autres figures de l'histoire de France, c'est quasiment toutes les familles peuvent se l'approprier, et de point de vue matériel. C'est-à-dire que quasiment dans toutes les familles, avec 8 millions de soldats mobilisés, vous avez des traces de ces poilus. Alors vous allez me dire, on pourrait être passionné par la période napoléonienne, mais on n'aura pas la trace. Hein, parce qu'évidemment, vous n'aviez pas le degré d'alphabétisation qui est celui de la guerre de 14. Donc cette idée du rapport à la trace, dans une période qui consomme de l'histoire, c'est quand même très fort. Parce que ça veut dire que vous appropriez pas seulement une icône familiale, vous pouvez la toucher quasiment à travers ses lettres, à travers les médailles qui peuvent rester, l'artisanat de tranchée, tout ce que vous connaissez comme moi. Et donc cet aspect palpable de la mémoire du poilu le rend aussi hein, extrêmement présent. Hein, combien de gens, et vous le savez tous, hein, finalement, finissent à un moment donné par éditer sur Internet pour la famille hein, les lettres du poilu qu'on a retrouvées. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, donc après l'aspect politique, l'aspect familial, il y a un aspect iconique qui est assez intéressant. Alors là aussi, on peut discuter, c'est une discussion qu'on a menée, c'est que c'est aussi une figure qu'on peut décliner à l'infini. Quand les derniers poilus sont morts, il y a une icône qui disparaissait, on ne pouvait plus faire la une sur les derniers poilus. Et alors donc là, j'ai vu, c'était assez fascinant, on a inventé les derniers morts de la guerre. Une nouvelle catégorie, hein, et notamment il y a un personnage qui a fait irruption dans la presse après 2008, donc après la mort du dernier poilu, qui est le soi-disant dernier mort à la guerre, hein, Augustin Trébuchon, qui serait mort après l'armistice, parce qu'on l'aurait envoyé dans une mission un peu suicide, puisqu'elle ne servait plus à rien. Hein. Et donc Augustin Trébuchon a fait la une d'un certain nombre de journaux, là aussi, puisqu'il n'y avait plus le dernier poilu. Et même Libération, qui en général n'est pas le journal qui est le plus fasciné par le côté histoire de France, etc., hein, a fait 3 pages sur Augustin Trébuchon, un nouveau héros. Et donc du coup, vous avez cette capacité à produire hein, des figures de poilus sans fin. Hein, on peut prendre les premiers morts de la guerre, le caporal Peugeot, on peut prendre le dernier mort de la guerre, ensuite il y a les Dardanelles, le soldat des colonies, donc il y a une forme de production sans fin, hein, d'une icône toujours réutilisable et évidemment du coup extrêmement plastique dans un temps hein, où l'iconisation des personnages historiques, comme vous le savez, est très forte. Et donc du coup je crois que cette figure de poilu, elle est centrale, et je vais m'arrêter là, je suis désolé, je suis en train de dépasser mon temps, mais je crois que c'est important d'embrasser le champ d'explication. Et donc du coup je crois que cette figure du poilu, elle est absolument centrale hein, pour expliquer la puissance de la mémoire de 14-18, hein, non pas seulement en France, mais aussi ailleurs, et aussi ce retournement mémoriel que j'ai essayé de vous décrire, et je vous remercie de votre attention.